de gens, beaucoup de membres, qui est posée, c'est comment on peut industrialiser le réemploi. Quels sont les risques, quels sont les freins, et surtout quels sont les facteurs clés de succès. Donc l'idée, c'est de prendre des membres de la fédération. Samantha, bienvenue, je t'en prie. C'est de prendre des exemples et des témoignages de personnes qui sont des dirigeants, entrepreneurs, de structures qui ont franchi ou qui souhaitent franchir une étape dans l'industrialisation du réemploi. Donc l'idée, c'est que chacun présente sa structure et puis puisse évoquer quel est le facteur clé de succès, ou un facteur clé de succès ou deux facteurs clés de succès, pour développer le réemploi de manière industrielle. Hein, on est d'accord sur le petit cahier des charges. Voilà, on va passer 1 heure ensemble sur ce sujet. Avant ça, pour introduire, donc je m'appelle Benoît Varin, je suis cofondateur de la société Recommerce Solutions et j'ai mon associé qui a présenté Recommerce Solutions puisque j'interviens plus en tant que Aircube et fondateur de Aircube et trésorier de Aircube. Voilà, et j'ai aussi dans mon histoire personnelle créé une autre société, Ticketti, qui fait du conseil en montage de filières de réemploi et de recyclage depuis 2005. Donc depuis 2005, j'ai accompagné énormément de collectivités, de porteurs de projets à développer des ressourceries, des recycleries en tant que consultant. Et depuis 2009, je suis à 100% dirigeant de la société Recommerce Solutions. Et là, depuis 3 mois, je m'implique dans le projet Aircube et je vais animer cette table ronde en tant que Aircube. Voilà. Alors, en termes d'introduction, je vous ai prévu une petite définition, parce que la définition est importante. Qu'est-ce que c'est l'industrialisation? Selon le Larousse, c'est un processus social et économique, donc social et économique, visant à augmenter la rentabilité des moyens de production et d'échange, puisque les moyens de production et d'échange, en la faisant dépendre des progrès techniques et scientifiques. Voilà, je vais m'arrêter là, la définition est un petit peu plus longue, mais je pense que ça parle bien. Donc, on a un programme, quelqu'un aux commandes? Oui, merci. Donc, on va commencer par présenter la structure, je ne sais plus par qui on commence. Voilà, Réserve des Arts, très bien, Sandrine. Réserve des Arts, qui est adhérente et surtout cofondatrice de l'association Aircube. Sandrine. Bonjour, alors la Réserve des Arts à nouveau, donc on est une association, on collecte ce qu'on appelle des matériaux auprès d'entreprises. Donc ce sont, alors je ne vais pas trop revenir sur la définition, mais nous on considère que ce sont des déchets et on les revalorise. Notre valorisation consiste à ne serait-ce que les identifier, les inventorier et on les remet à disposition exclusivement des professionnels du secteur culturel. Donc la Réserve des Arts, c'est un lien entre les artistes, la création dans sa globalité et l'écologie. Voilà, c'est ce qui a en tout cas motivé la création de l'association. Donc moi, on est actuellement dans une phase d'industrialisation sociale. Parce qu'on n'utilise pas des moyens techniques, ni je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais bon, voilà. On est plutôt sur une industrialisation qui vise à augmenter le réemploi par le secteur culturel. Du coup, si je prends les deux grands leviers, le grand levier pour nous, pour atteindre cette industrialisation, alors moi j'appelle pas ça l'industrialisation, j'appelle ça le réflexe de réemploi. C'est-à-dire que on a effectivement beaucoup essayé de remettre le consommateur tout à l'heure dans le débat, au centre de ce débat. Nous, notre challenge n'est pas tant de trouver de la matière, hein, on a bien vu en termes de recyclage de matière, il y a du potentiel. Le réemploi est autre chose. Le réemploi considère qu'il faut garder la matière propre et surtout y faire très attention de manière à ce qu'elle ne soit pas détruite dans un passage pour ne plus pouvoir être utilisée derrière. Donc nous, notre grand challenge, c'est de pouvoir sensibiliser un secteur qui n'est pas le grand public, qui est aussi du grand public dans sa vie quotidienne, mais un secteur qui est le secteur culturel, qui a énormément besoin de matériaux. La consommation en matériaux, c'est le deuxième poste de coût d'un professionnel du secteur culturel, après la location d'un espace de travail. Donc, ils ont besoin de matériaux. Le problème, c'est, comme disait Elder tout à l'heure, eh ben, bizarrement, c'est souvent moins cher, plus rapide. Alors, moins cher, pas forcément à l'achat, mais moins cher dans la création d'utiliser un matériau neuf
que de partir d'un matériau de réemploi. Je vois des sourcils qui se froncent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je dois changer mon processus de création. Je dois non plus me dire, voilà le projet que j'ai inventé, ou voilà la création que je souhaite faire, et donc le matériau qu'il me faut, c'est ça. Je dois avoir une petite idée du projet que j'ai envie de créer, et aller chercher la matière, regarder ce qui existe en matière première, secondaire, et adapter mon processus de création. Donc ma création est un peu différente, je dois être capable de m'adapter, et finalement le temps d'adaptation, ce réflexe n'est pas encore créé chez tout le monde, et donc cette réflexion supplémentaire, c'est du temps, c'est de l'argent, et du coup il y a un frein. Sur la structure. Alors, donc, ouais, non, ça va, je le connais. Alors, la réserve des arts. Aujourd'hui, la réserve des arts, on est 6 salariés. On collecte, alors l'année dernière, on a collecté 21 tonnes avec un espace de présentation de 130 mètres carrés. Cette année, on vient d'acquérir un local de 1000 mètres carrés. Donc, on a 2 espaces, un espace dans Paris et un espace à Pantin. Donc celui dans Paris fait 130 mètres carrés, celui de Pantin fait 1000 mètres carrés. Je vous expliquerai après pourquoi j'insiste sur les espaces de travail. Donc on est passé à 1000 adhérents chaque année. On touche à peu près 35 profils de métiers différents. Donc ça va de l'artiste. Alors la réserve des arts, c'est souvent on me dit ah, vous êtes des artistes, non ? Donc ça va de l'artiste à l'étudiant en architecture, en passant par le prof d'art plastique, le scénographe, le régisseur, le costumier, le styliste. Donc voilà, 35 métiers vraiment très différents. C'est quoi d'autre ? Donc 21 tonnes de déchets collectés l'année dernière, 16 tonnes réemployées. Que sont devenues les 4 tonnes ? Il y en a eu 390 jetées au recyclage, comme quoi c'est complémentaire. Les autres tonnes ont été mieux achalandées, mieux optimisées en termes de présentation, et donc du coup on a augmenté notre capacité de présentation. Voilà, sur la structure, c'est à peu près pas mal. Donc voilà, ça c'est pour moi. Ouais, et je laisse. Ok. Donc, bonsoir, Claire Tournefier, donc directrice de l'association Rejouer. Donc, l'association Rejouer est une association qui porte un chantier d'insertion avec 14 salariés en insertion et 3 jeunes en emploi d'avenir. C'est une jeune association puisque notre activité a été mise en place en 2013. Donc, notre activité, c'est la collecte de jouets, la revalorisation et la vente de jouets. Donc on est dans le 14e arrondissement. On a une boutique depuis 1 an qui est située dans un centre commercial Gaîté à Montparnasse. Et on a collecté, nous, 11 tonnes de jouets l'année dernière. Et on a effectivement une surface de 300 mètres carrés, mais dans lequel on travaille tous ensemble. Donc, ce qui réduit considérablement notre surface de stockage et qui nous pose des gros problèmes logistiques. Mais c'est système D, donc on trouve à droite à gauche un espace pour stocker temporairement et puis un autre espace pour stocker aussi temporairement, voilà. Tout à fait, nous on a une activité dans Paris, volontairement installée à Paris parce que voilà, les Parisiens ont besoin d'avoir des services de proximité pour apporter leurs objets. Et aussi des services de retour à l'emploi. Pour nous, c'est une dimension très importante de notre activité, c'est être un tremplin vers l'emploi pour les personnes qui travaillent. Donc cette volonté de rester dans Paris, c'est très très compliqué à gérer en termes de surface, de logistique et en termes aussi de ressources humaines, parce qu'on doit employer des personnes qui habitent Paris, qui sont souvent dans des situations de précarité et qui quittent Paris parce que le logement à Paris est cher, donc ça veut dire des complexités de gestion administrative derrière. Enfin, bon. Mais c'est un vrai choix de notre part de rester dans Paris, mais encore faut-il que Paris nous laisse la place pour grandir et nous développer, parce que nous aussi, on permet à tous ces jouets de retrouver une deuxième vie, et on fait énormément de sensibilisation, parce que les jouets sont des excellents supports pour les enfants, pour les familles, de ce qu'est le réemploi.
Donc, la phase industrielle, on en est encore très loin avec les moyens limités pour l'instant qu'on a, même s'ils sont quand même relativement importants. Et je pense que l'industrialisation, elle viendra d'une collaboration avec d'autres acteurs du réemploi. Et c'est pour ça qu'on adhère à Aircube aussi, c'est pour créer des synergies, parce qu'on a énormément de matière. Donc on revalorise à peu près 50% de ce qu'on collecte. Et on en donne une petite partie pour les artistes et aussi à des musiciens qui font des musiques électroniques avec des instruments. Voilà, mais nos matières, nos matériaux, tous nos jouets, toutes les petites pièces peuvent encore énormément servir. Et je suis sûre que parmi les personnes ici présentes, il y aura certainement des synergies pour faire du réemploi même de petites pièces et du recyclage aussi matière. Donc on trie essentiellement les D3E qu'on amène dans un point de collecte pour qu'il y ait du démantèlement. Voilà. Il y a eu un peu de pub là, c'est bientôt Noël, où on peut Merci de me lancer. Donc vous êtes tous les bienvenus dans la boutique 80 avenue du Maine, métro Gaîté. Elle est ouverte du mercredi au samedi de 11h à 19h et il y a une magnifique déco sapin fait de nos propres déchets. Merci. Samantha, garde le micro. D'accord, donc Samantha Pastour, moi je suis la cofondatrice à la fois de Billy's, qui est une école qui va devenir du coup une école de la réparation et de l'upcycling, et de Répartout, qui vient d'être créée et qui est une enseigne, qui a un service de réparation itinérant. Donc on vient dans les différentes villes, dans les entreprises, on vient une fois par semaine, une fois par mois, et on vient réparer avec des réparateurs qui sont géolocalisés, donc qui sont du coin, et des réparateurs qui sont embauchés chez nous pour réparer vos appareils donc électroniques, informatiques et petits électroménagers. Voilà. Alors, un des facteurs clés de l'industrialisation de ton projet. Alors, il y a deux facteurs clés, c'est la formation, parce qu'évidemment, nous, notre matière première, entre guillemets, c'est le réparateur, et il y a un vrai déficit de formation pour les réparateurs. Aujourd'hui, ils apprennent à changer des pièces, donc c'est pour ça que les réparations sont chères. Nous, on leur apprend à réparer aux composants, on leur apprend des méthodes disruptives de réparation, donc on développe donc l'autre versant, c'est forcément l'innovation, pour chercher toujours à éviter de changer les pièces et à trouver des solutions alternatives. Donc typiquement, réparer les vitres, nos téléphones comme nos pare-brises avec des résines par exemple, ou réinitialiser nos imprimantes comme celles sortaient d'usine, ou d'autres programmes de ce type. Donc vraiment l'innovation contre l'obsolescence programmée, c'est un de nos vecteurs d'industrialisation. Et puis l'autre versant, c'est trouver vraiment des gens à former à la réparation. Nous, on forme des gens à un niveau 0 en électronique. On a fait un parcours de formation pour qu'ils atteignent un bac +2 qui va être bientôt reconnu en tant que réparateur et upcycler, puisque ça va être un métier aussi de pouvoir transformer la matière en des œuvres d'art. Ça peut être aussi un issue, on l'a vu tout à l'heure, pour nos appareils. Donc voilà. Merci pour l'instant. Ah non, c'est complet. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Les ateliers du bocage, je vais avoir quelques diapos. Donc nous, on est situé dans le nord des Deux-Sèvres. On est né en 1992 d'une communauté Emmaüs. Le contexte local en 92, c'est qu'il y avait énormément d'entreprises textiles qui fermaient, donc un fort taux de chômage en fait dans les Deux-Sèvres. Et la communauté Emmaüs, qui, je pense, vous connaissez tous un peu le fonctionnement d'une communauté, à partir un modèle social très intéressant, notamment sur le réemploi, qui arrive à trouver des équilibres grâce à des collectes de mobilier et d'autres choses auprès de particuliers. Et cette communauté a vu arriver des tas de personnes juste pour trouver un job. Et donc en 92, le pari un peu fou était de se dire on crée une asso dont l'objectif est de créer de l'emploi. Donc ça, c'est bien beau de se dire ça. Après, il n'y a plus qu'à trouver les activités qui vont bien. Donc les activités tournent beaucoup autour de la thématique du réemploi. On a commencé avec la construction de palettes en bois, donc activité que nous faisons toujours, et le recyclage de palettes. On a continué ensuite à étoffer un peu le domaine de la diversité de nos activités avec des choses qui touchent plus le numérique, donc tout ce qui est cartouches d'impression. On collecte auprès d'entreprises, administrations, des cartouches d'impression usagées, du matériel informatique et de la téléphonie. Tout ça toujours avec un objectif d'entreprise d'insertion et entreprise adaptée. Donc on a des personnes chez nous qui sont très éloignées de l'emploi, qui arrivent sans bagage de formation, comme vous l'avez dit juste avant. C'est vrai que ce sont des nouveaux métiers, donc ça c'est un élément clé. Et entreprises adaptées, donc des travailleurs handicapés. Donc ça forme une grande mixité dans nos ateliers, et donc l'envie
de former ces personnes sur ces nouveaux métiers. À côté de ça, on a développé également des programmes de solidarité pour le monde associatif et également pour l'Afrique, pour essayer d'œuvrer également globalement. Que dire de plus, qu'on est toujours membre d'Emmaüs France, donc qui est toujours, avec toujours de forts liens également sur le volet réemploi de toutes ces activités-là. Aujourd'hui, on a atteint, donc on est autour de 210 salariés, donc ça donne aussi une vue de ce qu'on arrive à créer en termes d'emploi. Donc nous, en tout cas, la thématique du réemploi, elle est vraiment fortement liée à la thématique de l'emploi et de se dire qu'effectivement, socialement, c'est aussi un super vecteur de développement. Voilà. Alors sur le côté industrialisation, on est, comme je le disais, il y a le volet formation, il y a aussi un volet très structurant qui nous a aidé, c'est qu'on est ISO 14001 là depuis 5 ans, donc c'était une grande aventure, un grand défi de se lancer dans un système de management, mais qui nous a aidé à structurer les activités. Et puis à côté de ça, toutes ces activités, on les fait en propre, on les fait aussi parfois en sous-traitance. On a d'ailleurs un beau partenariat avec Recommerce, ici présent, et donc ça nous a aidé aussi à structurer certaines choses de nos activités en apportant vraiment un suivi qualitatif, un suivi en termes de planification. Vraiment pour dire que le réemploi, on est peut-être parti de quelque chose autour d'une table de 4-5 personnes qui bidouillent, qui regardent comment on peut retester des téléphones, comment on peut les réparer. On arrive maintenant donc à en tester proche de 600 000 par an. Donc tout ça, ça peut fonctionner grâce à également un certain formalisme, je dirais, de nos process et des savoir-faire. Voilà. Donc ma transition vers les téléphones, puisque effectivement donc on travaille en partenariat donc avec les ateliers du bocage. Donc bonjour, je me présente donc Antoine Jean-Jean, je suis cofondateur avec Benoît Varin, Pierre-Étienne Rouana et Cédric Maucourt de Recommerce Solutions. Donc Recommerce a été créé en fait en 2009 face au constat de consommation régulière et de plus en plus régulière des téléphones mobiles. Un petit chiffre, l'année dernière, 1 milliard de téléphones portables ont été vendus dans le monde. Et donc, face à cette consommation qui se répétait, on s'est dit avec les associés, il faut trouver une solution pour motiver les gens à les remettre sur le marché. Donc, il y a un petit schéma qui est là, en fait, qui résume cette tendance du recommerce. Le recommerce, c'est quoi? Ça vient un petit peu en amont du recyclage, et le but, c'est de mettre en place une boucle de récupération et une boucle de test. Donc un petit peu le contrôle technique du produit qui va venir soit tamponner le fait qu'il va pouvoir avoir une deuxième vie, soit l'aiguiller vers des filières de réparation, soit constater qu'il est effectivement de l'ordre du déchet et donc rejoindre l'aiguillage classique de recyclage matière. Et donc Recommerce Solutions s'est spécialisé sur ce secteur de la recommercialisation de téléphones portables, mais c'est une tendance de fond. Aux États-Unis, on voit des initiatives d'IKEA dans les meubles, on voit des initiatives de Levi's sur les jeans, H&M. Tous les grands groupes se disent il faut que je réintègre dans ma boucle de distribution une boucle de récupération. Et comment motiver des grandes sociétés comme ça, des grandes enseignes, c'est en faisant un avantage marketing. Donc du coup, si on peut passer au slide après, Recommerce en fait a choisi en fait la voie du partenariat. Et donc aujourd'hui, si on cherche un des facteurs d'industrialisation, c'est qu'on s'est positionné comme facilitateur auprès de différents acteurs de la chaîne de vente de téléphonie. Et donc on leur a proposé de venir en support à différents niveaux de cette chaîne de recommercialisation. Donc d'abord la chaîne de système d'information, donc on leur a apporté les sites internet de reprise sur le web ou en boutique, on leur a apporté les sites de revente aussi, sur les sites d'opérateurs, on leur a apporté l'expertise en marketing, donc c'est-à-dire comment faire du marketing autour de cette offre d'occasion, de la rendre sexy, puisque c'est important si on veut motiver le consommateur. Et enfin, on leur a apporté de l'expertise en finance et en pricing, puisqu'il faut mettre une valeur sur ce produit.
qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut un téléphone d'occasion? 50% du neuf, 40%, 30%. Donc là, on les a aidés justement à industrialiser ce pricing d'un objet qui lui, n'avait qu'une seule étiquette à la base, c'était son prix du neuf, et ensuite une cote qui vit au travers de l'échange marchand entre des particuliers. Voilà. Donc comme quelques mots d'introduction. Oui, le petit chiffre, là, c'est le jour de la sortie de l'iPhone 6. On a acheté en une journée pratiquement 500 000 € de téléphone en une seule journée. Donc c'est incroyable le potentiel, en fait, et c'est ridicule par rapport au volume de portables qui ont été vendus ce jour-là. Donc on peut dire oui, c'est n'importe quoi, la consommation, les gens qui consomment ces téléphones, ça va trop vite, etc. C'est un fait, c'est une demande, les gens en veulent, on en a tous un dans la poche, dans la salle, donc les gens veulent un téléphone. Par contre, si nous, on arrive à responsabiliser le fait que vous êtes venu acheter un téléphone, vous n'allez pas garder l'ancien, vous n'allez pas le laisser dans un tiroir pendant 3 ans qui va servir à rien. Et responsabiliser le consommateur en lui disant quand vous allez acheter une voiture neuve, vous ne laissez pas l'autre dans le garage. Donc c'est pareil sur le mobile, faites ce geste et recommercialisez le produit pour qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre et il puisse être réutilisé. Donc c'est cette démocratisation du geste, de la reprise, de la revente qu'on a essayé de généraliser, et on l'a généralisé où? Principalement dans le lieu de vente, c'est-à-dire dans les lieux de distribution des téléphones. Alors dans cette étape-là, je vous sens un peu sceptique. On va faire une petite phase de questions avant de poser une question qui sera quelle a été la plus grosse difficulté pour développer vos structures et en être là où vous en êtes, voir les difficultés que vous rencontrez maintenant aussi. Donc je vous laisse réfléchir à cette question que je vais vous poser moi, mais peut-être qu'il y a des questions là que certains voudraient poser aux membres. André, alors tu te présentes comme d'habitude, pas trop long. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis André Brouchet, président fondateur du club des Eco Business Angels, célèbre depuis quelques jours parce qu'ici, il y a eu la journée entière avec une centaine de personnes sur le thème « Sans ressources, sans argent, sans ressources, 2 fois 50 évidemment ». Et je suis très fier et je remercie la maison directeur du Paris Durable de nous avoir offert les salles. Il y avait une centaine de personnes qui ont tous amené de quoi manger ensemble à midi, plus des cadeaux avec la boutique sans argent. Bon, après ce côté petite pub, nous suivons évidemment ce qui concerne le recyclage. Et ma question, c'est... nous rapprochons les porteurs de projets et les porteurs d'éco-projets de ce que nous appelons les personnes ressources, dont quelquefois des investisseurs financiers. Mais les investisseurs financiers ne sont pas notre première ressource. Notre première ressource, c'est évidemment la ressource humaine et tout ce qui tourne autour. Donc ma première question, c'est à propos des fenêtres. Vous cherchez comment faire que je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de fenêtres échappent à l'enfouissement. Et donc, comment est-ce que vous voyez des pistes? Est-ce que c'est avec les marchands des fenêtres en plastique ou en bois, enfin des nouvelles fenêtres? Enfin, je suppose que vous avez étudié ça. Où est-ce que ça bloque? Voilà. La deuxième chose, c'est peut-être plus mineur, je parle aux gens du téléphone. Est-ce qu'un des freins à la réutilisation ou à la remise du téléphone n'est pas les données qui sont dedans et où les gens ont peur que ces données partent dans la nature? C'est peut-être très naïf ma question. Merci André, c'était parfait. Qui veut répondre sur les fenêtres? Alors fenêtre Playmobil, très bien, bonne réponse. Moi, j'ai que des petites fenêtres qui se recyclent très facilement, donc j'ai pas de problème avec les fenêtres de... Tu veux parler des bâtisseurs? Oui, je pense que ça fait écho. Est-ce que nous, on ne voyait pas les slides, mais on avait effectivement une diapo là, qui nous concerne, puisqu'on teste un projet, donc on expérimente là, comment faire en sorte de pouvoir réemployer ou réutiliser donc,
certaines fenêtres, les filières actuelles sont essentiellement tournées vers de l'enfouissement, c'est une réalité. Nous, dans l'ouest de la France, on est au cœur du bassin où il y a énormément d'entreprises en fait, qui fabriquent des fenêtres. Donc ce sont vraiment ces fabricants qui sont venus nous voir pour dire il faut qu'on monte un truc là et qu'on essaye de faire quelque chose pour détourner ce flux qui va vers l'enfouissement. Donc on expérimente du démantèlement forcément à vocation plutôt manuelle pour nous, puisque l'idée c'est de créer des postes de travail. Donc là encore, hein, ce n'est pas des métiers qui existent, sachant que le plus gros du gisement, c'est du bois encore, hein, dans ce qui arrive. Et la thématique, c'est évidemment, qui recoupe des thématiques qu'on a abordées avant, comment trouver globalement, là encore, un modèle économique qui va bien sur soit une question de réemploi. On peut essayer de réemployer des fenêtres, hein, il y a des bons exemples. Hein, le Parlement européen a un mur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, tout composé de fenêtres reconditionnées comme ça. Donc il y a soit du réemploi, ce qui ne permettra pas de pouvoir apporter une solution à l'ensemble de ce gisement-là, soit de trouver des débouchés pour le bois qu'on démantèle. Donc ça peut être des produits secondaires. On a commencé à tester la confection de certains produits, type mobilier, type caillebotis. Parce qu'en fait, les essences qu'on récupère sont essentiellement du chêne, du bois exotique, donc du bois noble et de bonne qualité. Et sinon, l'autre possibilité, c'est d'essayer de réutiliser la matière bois, sous forme, techniquement, ils appellent ça des carrelets bois. Donc c'est de la matière qui peut être réutilisée pour refabriquer des fenêtres. Donc les fabricants sont également intéressés par cette boucle-là. Donc ça reste expérimental. Ça touchera des volets, peut-être qu'on en rediscutera sur le côté réglementaire, qui peut-être être un levier, là où aujourd'hui c'est un frein, parce qu'il n'y a rien qui interdit l'enfouissement de ces menuiseries, voire certaines déchetteries l'acceptent encore, même gratuitement. Donc si demain c'est sûr que ces portes se ferment, ça incitera en tout cas à trouver des solutions pour ces volumes-là. Donc aujourd'hui c'est expérimental, mais ça nous permet quand même de créer, on doit être entre 2 ou 3 personnes là sur ces postes, et puis de travailler ça avec les fabricants. Donc l'approche est plutôt intéressante. Sur ce sujet, c'est souvent le même schéma économique, hein, qui se reflète. Donc c'est comment on peut vraiment sécuriser la partie aval, la partie amont. Je pense que sur la collecte, il y aura des choses à organiser, mais elle saura se gérer. La partie aval, c'est plus comment on arrive à développer, hein, tout ce qui est recherche et développement. Il y a aussi d'autres structures du mouvement Emmaüs en partenariat avec l'ADEME, en partenariat avec également certaines collectivités, essayent de développer cette partie vraiment aval, comment on garantit soit la commercialisation de produits secondaires, parce que faire un caillebotis ou une table, c'est bien beau, mais il faut trouver le débouché qui va bien et la distribution qui va bien, soit la possibilité de réinjecter la matière dans la filière. Donc sur ce volet-là, c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup de recherche et développement, donc il y a peut-être des choses effectivement qui peuvent venir aider à soutenir ce côté recherche, notamment au niveau économique, pour entretenir cette partie qui prend du temps, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Je dirais, si on revient dans le passé, je pense que le premier frein qu'on a eu, c'était de convaincre des gros acteurs. En arrivant, on était 4, hein, initialement, on était une toute petite société, on avait le statut de start-up. Donc convaincre des gros opérateurs, des distributeurs, de travailler avec une société jeune et dynamique, certes, mais de signer un contrat en bas de la page et de dire OK, on va leur faire confiance. Je pense que pourquoi ils ont choisi de faire appel à une structure comme la nôtre, c'est parce qu'on leur a apporté, disons, un couplage entre l'innovation, le système d'information, le fait qu'on travaillait avec des partenaires industriels mais qu'on n'apportait pas cette expertise. On ne s'est jamais vendu comme expert industriel, on s'est appuyé sur des acteurs existants, sur les ateliers du bocage, sur des acteurs d'autres acteurs industriels aussi, et en fait on n'a jamais menti sur nos intentions. Par contre, on savait qu'on arrivait avec une force qui était l'effort marketing, l'offre, le pricing, l'expertise financière, et donc je pense que c'est
c'est en essayant de présenter ces arguments face à ces acteurs-là qu'on a réussi à gagner leur confiance. Et petit à petit, on a réussi à obtenir quelques partenariats qui nous ont entraînés vers d'autres partenariats. Mais je pense que l'enjeu principal, il est là, de créer une confiance, de créer on a quand même, c'était un secteur qui était quand même dans le passé, qui était plutôt un secteur de broking, un secteur où il y avait des ventes en lot, hop, ça disparaît vite du secteur, et puis on n'entend plus parler, hop, il n'y a plus de poussière devant chez nous, c'est bon. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que les opérateurs, les distributeurs ont compris qu'il y avait une responsabilité sur vous parliez des données tout à l'heure, sur les données qu'il y a sur ces mobiles, sur l'importance aussi qu'il peut y avoir ensuite des retombées négatives si on se rend compte qu'ils n'ont pas eu une responsabilité environnementale sur la gestion du devenir des produits de leurs clients. Donc tout ça, je pense qu'il faut effectivement leur apporter cette sécurité et ce tampon, ce contrôle technique, quoi. Au niveau des freins, j'ajouterais aussi le côté, malheureusement, on ne maîtrise pas les produits qui arrivent dans nos ateliers. Donc on subit évidemment la conception. On parlait tout à l'heure un peu d'éco-conception. Donc c'est là où on apporte aussi une plus-value, c'est qu'on arrive à faire en sorte de pouvoir réparer ou d'amener un savoir-faire sur la réutilisation ou le réemploi de ces produits. Mais par contre, on ne peut pas pousser jusque là où on souhaiterait parfois le réemploi ou la réparation, parce qu'on n'est pas en capacité d'avoir accès à l'ensemble des pièces ou à l'ensemble des parties qui composent un produit. Donc ça reste un frein, c'est qu'on n'a pas la main sur la conception ou même sur la matière. Un exemple, les cartouches d'impression, c'est plus de 15 polymères de plastique différents dans la conception d'une cartouche, toutes marques confondues. Donc on essaye de tendre pour les cartouches qui ne sont pas réutilisables, vers du recyclage, mais c'est compliqué en termes d'identification des plastiques. Et donc tout ça, on le subit plus qu'on arrive à être acteur. Et la sensibilisation des producteurs n'est pas toujours si simple, en tout cas. Le challenge de la réserve des arts, je dirais que ça rejoint probablement le challenge d'une ressourcerie ou d'une recyclerie. Pour moi, c'est l'espace de présentation. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis 1000 m², 130 m²? En fait, le gros challenge à partir du moment où on présente un matériau de réemploi, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas un showroom ?» Vous faites un showroom, vous montrez un truc, et puis le reste, il est caché, not in my neighborhood. Hein, on connaît bien le truc. Donc le reste, il est caché, puis vous le rapatriez au moment venu. Bah oui, mais enfin moi, un showroom, en fait, je vais présenter, finalement, je présente pratiquement tout, parce que ce que j'ai n'est pas forcément en 2500 exemplaires. Ça m'arrive de plus en plus maintenant que j'ai Pantin, c'est sûr. J'ai des plaques d'agglomérés de 2 mètres par 1, j'en ai 350 exemplaires. Je pourrais avoir un showroom pour montrer une plaque et faire rapatrier ensuite le reste. En fait, toute cette question, c'est que pour pouvoir voir ce que j'ai en réemploi et donc pour pouvoir solliciter le réemploi, c'est-à-dire créer ce réflexe de réemploi chez mon consommateur, donc nous c'est des adhérents, quel qu'il soit, hein, je pense que c'est valable aussi bien pour un Emmaüs que pour nous. En gros, il faut tout voir. Si je ne vois pas tout, et en particulier dans la création, si je ne vois pas tout, alors je ne peux pas m'inspirer de tout, puisque je ne vois pas tout. Et ça, c'est vraiment un challenge. Parce que non seulement je peux pas non plus le montrer comme un entrepôt logistique, c'est-à-dire je ne peux pas tout mettre en carton, le monter à 7 mètres, parce que du coup, personne ne le verra, donc il ne sera jamais réemployé. Donc ça, c'est vraiment une vraie problématique d'une recyclerie qui pose des soucis pour être implantée à Paris, qui est pourtant le lieu où il y a le plus de personnes qui vont trafiquer et qui vont du coup devoir venir voir. Donc le Grand Paris, c'est cool, hein, Pantin, c'est super, mais voilà. Et après, toujours par rapport à cet espace de présentation, aujourd'hui, le budget des charges de la réserve des arts, c'est 50% location d'espace, 50% d'emploi. Tout à l'heure, je disais, l'industrialisation, pour nous, c'est une industrialisation sociale, c'est-à-dire que si je veux grandir, il me faut beaucoup plus de main-d'œuvre parce que je garde la matière nette. Je ne cherche pas à la mettre dans une benne, tout casser, et je m'en débarrasse vite,
Non, je la préviens, je fais attention à ce qu'elle va devenir parce qu'elle va resservir derrière. Donc tout ça, c'est du travail manuel, c'est pas un travail industriel récurrent, etc. Si je paye moins de loyer, j'ai plein de choses à faire, je vais avoir de l'emploi. Et donc mon équilibre 50% de loyer et 50% d'emploi, il pourrait largement changer et devenir 15% de loyer et 85% d'emploi, et j'en serais super contente. On a plein de choses à faire, et il y a plein d'idées, et voilà. C'est vraiment pour moi cette grosse problématique. Justement, là, de ce que tu dis, si j'essaie de synthétiser, tu évoques dans le métier du réemploi de gérer des objets individuellement, dans un état individuel. Et donc ça, je tiens à insister, parce que je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, contrairement à la fabrication industrielle, où on fabrique toujours le même objet qui sera fabriqué sur une chaîne de production, sur le réemploi qui est justement l'inverse normalement d'une chaîne de production, on peut difficilement le faire pour l'instant si on ne gère pas à l'unité près l'état général d'un produit unitaire qui va avoir un état différent. Je prends ton exemple, ce que tu as évoqué, parce que c'est le même cas qu'on a nous sur les téléphones portables, c'est le même cas qu'on vient de voir sur les fenêtres que tu as évoqué, et je pense que c'est un cas qui est comment on traite des produits qui peut avoir le même nom, c'est-à-dire un jouet, mais au final, un jouet va être d'états différents. C'est-à-dire une fenêtre Playmobil que tu as évoquée tout à l'heure, j'imagine que tu vas en avoir de couleurs différentes, d'états différentes, et du coup, comment on gère ça sur cet espace de vente et connecter ça sur la vente. Je me permets de faire un peu cette synthèse-là, parce que pour moi, c'est le travail qu'on essaye nous de faire aussi, qui est très complexe, c'est un référentiel de produits et une qualification de l'état de ces produits. Et ça, je pense que l'état de ces produits, c'est aussi ce qui nous concerne ici ce soir et dans la fédération de R-Cube, c'est comment on définit des méthodologies pour qualifier l'état d'un produit. Et ça, c'est quelque chose, je ferais bien d'ailleurs un petit vote pour voir qui serait d'accord sur ce sujet, qui est, est-ce qu'il faudrait, au sein de R-Cube, mais moi je suis très favorable, créer des référentiels pour qualifier. Est-ce que, je vois Martin qui gère une boutique de vente d'occasion, est-ce qu'on peut appeler une guitare bon état ou une guitare très bon état? Mais c'est toujours une Fender. Voilà. Donc, et je pense que ça, c'est un vrai sujet que chacun doit rencontrer, les gens qui travaillent sur de l'occasion et vendent de l'occasion. Je me permets de le souligner parce que je trouve ça assez fort et j'essaie de le partager. Un créateur doit voir et toucher pour pouvoir créer derrière. Donc, de toute façon, avec la cible qu'on a, nous, il y a cet aspect de quelle est la couleur. Donc, par exemple, à Pantin, c'est très important. On a une lumière zénitale et c'était juste pratiquement dans les critères obligatoires d'avoir une lumière zénitale pour que dans un entrepôt de 1000 m², j'ai toujours de la lumière naturelle pour savoir quelle est exactement la couleur de... Ouais, c'est vraiment la visualité. Et puis il y a aussi dans la création, donc plutôt dans l'art aujourd'hui, la duplication, c'est-à-dire que le fait d'avoir une multiplicité de quelque chose permet d'imaginer une typologie de projet. Voilà. Oui, enfin nous aussi, enfin on doit montrer des beaux jouets pour que les consommateurs les achètent et que ça leur donne envie de les donner à leurs enfants. Donc l'aspect esthétique est très important aussi dans la remise en état et de la présentation, puisque nous on a pas non plus d'emballage, donc on a des jouets qui sont gros, petits, de toutes les tailles, de tout type de matériaux. Donc c'est aussi un enjeu pour nous d'essayer d'un peu de modéliser le traitement de ces jouets dans les ateliers pour essayer d'optimiser notre production. Ça, c'est un travail assez complexe à faire, puisque aussi on travaille avec des personnes éloignées de l'emploi qui souvent n'ont pas de culture dans le jouet ou très peu. Donc on leur effectivement les forme pour qu'ils en aient et qu'ils comprennent quels produits et quels objets ils manipulent. Mais ça reste que des objets uniques. Donc ça complexifie le travail d'une production très régulière qui peut alimenter une boutique notamment. Alors, si on recrée des emballages à partir par exemple, on utilise des supports de livres pour faire des supports d'emballage ou des boîtes, des anciennes boîtes qui sont encore en état de servir, des boîtes de jeux de société ou des boîtes de la réserve des arts, par exemple.
ou des textiles, d'autres textiles qu'on récupère. Donc, on essaye de créer des emballages pour présenter les produits. Donc notre frein, il est un peu exactement les mêmes que ceux de Sandrine, c'est-à-dire le frein de l'espace. Si on veut produire plus, il nous faut plus d'espace, il nous faut plus de personnes pour travailler, pour faire cette revalorisation. Et donc économiquement, il faut aussi pouvoir vendre suffisamment de jouets pour rémunérer ces personnes en insertion. Et le chantier, le modèle du chantier économique est instable. Puisque le chantier d'insertion, c'est 80% de financement public et privé et le reste d'autofinancement. Et donc, on sait très bien que les financements publics et privés n'ont qu'un temps. Donc, à un moment donné, nous, notre objectif, c'est d'être autonome. Et donc, pour ça, il faut qu'on grossisse dans tous les sens du terme et avec d'autres moyens. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en 2015. Voilà, ne t'inquiète pas sur moi, c'est bien tombé. Non, en fait, nous déjà, pour lancer le concept Répare-Tout, c'est venu, on l'a testé à la Foire de Paris. On parlait de chiffres tout à l'heure, on a eu plus de 5000 demandes de réparation. Donc quand on dit aujourd'hui que les gens ne veulent pas réparer, enfin, c'est faux. Tout est dans un placard au cas où, on ne jette pas un appareil en général, on temporise dans un placard. Donc nous, clairement, pour pouvoir réparer ces appareils, avec cette formule itinérante, on a baissé au minimum les charges, puisque c'est un camion qui est prééquipé. Du coup, si un réparateur veut travailler chez nous, il est payé pour sa main-d'œuvre, il vient sur le point qui l'intéresse près de chez lui. La demande est là, puisqu'on a plus de 70 demandes aujourd'hui qui sont en attente de points Répare-Tout. On a focalisé sur 150 pannes les plus récurrentes qu'on fait au forfait, sans dépasser un tiers du prix du neuf. Donc pour nous, industrialiser, on va dire, le concept de réparer partout près de chez soi avec des gens qualifiés, notamment du coup avec l'école qui va se lancer l'année prochaine, on pourra encore plus avoir des réparateurs motivés et qui seront réparés avec nos propres méthodes. Donc l'industrialisation même du concept de réparation avec des gens qui veulent réparer, ça, il n'y a pas de souci, et des réparateurs qui vont être là dans nos camions, il n'y a aucun problème. C'est vrai que pour passer à une autre échelle, on est sur Paris, région parisienne aujourd'hui. Si on veut vraiment industrialiser le concept et vraiment aussi lancer cette école avec une grande envergure, on a du soutien du public, puisqu'on a la Caisse des dépôts qui nous a largement soutenus sur le projet, BPI France, enfin voilà, on n'a jamais eu de problème pour avoir des subventions. Maintenant, en investissement, c'est vrai que c'est long et c'est un peu compliqué. On a beaucoup de fonds qui sont créés ces dernières années en impact investing, donc impact partenaire, Aviva, impact investing. Enfin, c'est vraiment des partenaires financiers qui avaient une branche en investissement classique qui se focalise maintenant sur l'ESS. Bon, ça fait 1 an ou 2 que ça démarre vraiment. Donc voilà, quand on cherche des fonds à hauteur de 200, 300 000 euros, 500 000 euros, on n'a pas la même impulsion que sur une start-up dans le numérique ou dans la technologie. Quand on dit qu'on veut créer plein d'emplois de réparateurs et que c'est ça notre matière première, ça fait un peu peur. Voilà. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps à convaincre. Et voilà, nous, le vrai levier, c'est un levier financier. Voilà. Trouver des fonds pour pouvoir se généraliser. Le concept est duplicable. Voilà, le camion existe, enfin il est prééquipé, la formation, la méthodologie pour former ces réparateurs existe. Il nous manque des fonds pour pouvoir aller beaucoup plus vite et du coup dupliquer le concept de façon plus généralisée. Voilà. Merci. Alors des réactions à la salle, je crois que j'ai vu Mathieu et d'autres. André. Oui. Qui dit industrialisation de vos activités, dit changement d'échelle. Rêvons un peu et imaginons qu'on arrive à un changement d'échelle tel qu'on concurrence le secteur économique classique, entre guillemets, et les lignes de production classiques, comme vous les citez. Un certain nombre des équipements et des produits sur lesquels vous travaillez sont basés sur des industries lourdes, souvent délocalisées, notamment en Chine, je pense, pour les jouets. Donc imaginons qu'on arrive à un même niveau d'échelle. Je pense qu'on ne coupera pas à une mise en concurrence des deux secteurs. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous gérez ce potentiel conflit? Et d'autre part, je décèle peut-être une contradiction dans la mesure où, à travers plusieurs témoignages, je me rends compte qu'en fait, quelque part, vos activités dépendent aussi de ce qui est mis sur le marché par l'économie classique. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous recevez beaucoup de téléphones lorsqu'il y a un remplacement. Pareil, vous réparez parce que les appareils tombent en panne, etc. Donc au moment où vous allez rentrer en conflit avec cette économie classique, entre guillemets, comment vous gérez ce conflit, comment vous gérez cette contradiction?
pense que ça va mériter une soirée. Vous avez encore beaucoup de temps, 2-3 heures du matin, ça va pour tout le monde, parce que là, on peut commencer. Comment on fait là? Ça va être long, non? Vous réfléchissez, hein? Réfléchissez, prenez des notes. Je donne la parole à... Non mais je pense que quand on y sera, ça sera bien. On y est proche. Tu vois, si on se pose cette question-là, c'est qu'on y est proche. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir posé cette question. On l'inscrit, on va tweeter dessus. Hein, tout le monde va tweeter. Allez-y, redonnez-nous votre prénom. Alors, Marie Green. Moi, je vais parler pour les ressourceries parisiennes et je vais faire un jeu de mots. Le principal atout, c'est la forte volonté politique des collectivités et c'est aussi le principal frein, suivant de quel point de vue on se place. Les ressourceries, en gros, pour pratiquer des prix très bas, très solidaires, comme évoqué tout à l'heure, peuvent pas dépasser 50 à 60% d'autofinancement, compte tenu du montant des loyers parisiens très important et du fait que pour professionnaliser, alors moi je dirais plutôt professionnaliser qu'industrialiser, parce que dans notre cas, le mot industrialiser ne correspond pas, mais ça revient au même, l'idée c'est professionnaliser. Il faut d'abord un directeur ou une directrice, parce qu'une association ne peut pas s'appuyer que sur des bénévoles tout le temps. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, il y a des bénévoles. Un président bénévole, même qui passe beaucoup de temps, qui est très investi et même très compétent, ne peut pas tout faire et ne peut pas gérer au quotidien une boutique avec des salariés toute la semaine et en plus faire du plaidoyer à l'extérieur en même temps. Donc il faut un directeur. Ce directeur, dans l'état actuel de la réglementation, ne peut pas être un emploi aidé aujourd'hui. Donc le frein principal, c'est ça. Le directeur, avec toutes les charges qui vont avec, même si le salaire est très modeste, reste à 100% à la charge de l'association. Il ne peut y avoir d'emploi aidé que pour des emplois, je dirais, non qualifiés, comme que sont les manutentionnaires en ressourcerie que nous employons, qui sont, alors je rebondis sur la fin de la dernière, l'autre table ronde, qui sont les aiguilleurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont ceux qui effectivement accueillent les dons, accueillent la collecte et pèsent et trient et orientent les objets collectés entre ceux qui sont propres et en bon état. Donc, autre critère, tout à l'heure on évoquait les critères, pour nous c'est propre et en bon état, ça va à la vente directement. Dès que c'est un peu taché, un peu abîmé, ça part chez le chiffonnier qui fait un deuxième tri parce que lui, il va ensuite diriger peut-être dans des endroits moins exigeants que nous. Et ensuite, à la fin, ça part au recyclage. Donc là, il y a un travail extrêmement ingrat. Ce travail-là peut être subventionné par des contrats type contrat d'accompagnement à l'emploi qui sont subventionnés à hauteur de 95% par l'État, mais sur du temps partiel. Donc, deuxième frein, du temps partiel subi imposé parce qu'on ne sait pas payer la différence. Moi, aujourd'hui, dans mon association, on a 7 salariés, il y a un directeur, enfin c'est une directrice d'ailleurs plutôt, qui est à notre charge entièrement, et 6 emplois aidés qui sont limités à 26 heures par semaine parce qu'au-delà des 26 heures qui sont subventionnées, c'est entièrement à la charge de l'association, donc on ne pourrait pas les payer plus. Ça, c'est encore une autre contrainte. Et la contrainte majeure, en dehors du problème de l'emploi, parce que nous, on pourrait en employer beaucoup plus, en fait, je rejoins ce que les autres personnes des ressourceries ont dit. L'autre contrainte, c'est la question des locaux. C'est sûr que là, aujourd'hui, on collecte 40 tonnes dans 120 mètres carrés. La semaine prochaine, on déménage dans 300 mètres carrés. Moi, j'aurais voulu avoir 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, dans le 13e arrondissement, il n'y a pas 1000 mètres carrés disponibles, autrement que dans un pied d'immeuble de bailleur social, dans un quartier politique de la ville où on n'aurait pas de collecte, on aurait pour vendre, bien sûr. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on soit dans un lieu où on puisse à la fois accueillir de la bonne collecte pour pouvoir la revendre à bas prix aux personnes qui en ont besoin. Si on est dans un quartier où il y a que des acheteurs et pas du tout de personnes qui donnent, on manque de marchandises, évidemment. Et à l'inverse, si on n'est que dans un endroit où les gens se débarrassent et personne n'achète, ça ne va pas non plus. Donc il faut trouver un équilibre et ça n'existe pas facilement. Et en plus, il faut que ça soit, pour que ça soit accessible, dans un local qui dépende d'un bailleur social, parce que la collectivité publique accepte de baisser un peu les loyers. Donc c'était dans les promesses de campagne d'Anne Hidalgo encore il n'y a pas si longtemps, des tarifs préférentiels de location pour les organismes de l'économie sociale et solidaire. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir
un local plus grand, mais il reste encore très petit. Donc je rejoins tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas développer, mais on a des objets uniques. Les fringues, quand elles arrivent, on n'en a qu'une de chaque. Et on a même des clients qui viennent tous les jours ou tous les 2 jours parce qu'ils savent que ça rentre en flux continu et ça ressort en flux continu. Notre problème, c'est le stockage. Par exemple, à partir du mois de septembre, octobre, on collecte que des vêtements d'été. Or, ce que les gens viennent acheter, c'est vêtements d'hiver. On comprend bien qu'il nous faut un lieu pour stocker en prévision de l'été prochain et réciproquement avoir stocké des vêtements d'hiver d'avance. Donc tout ce flux-là, c'est de la manutention, donc c'est de l'emploi. C'est de l'emploi de manutentionnaires, je dirais un peu non qualifiés, voilà, je cherchais le mot. On pourrait en créer beaucoup plus, donc c'est un levier très important pour l'emploi, mais en revanche, comme on est subventionné qu'à 50%, comment on fait pour la différence? Donc il faut arriver à trouver un point d'équilibre, et ce point d'équilibre nécessite des grands locaux. Donc quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas de grands locaux, on ne peut pas équilibrer. Et si on est petit, de toute façon, on ne peut pas payer. Donc on tourne en rond. Voilà. Donc il faut se battre sur des locaux plus grands, absolument. Et surtout, une aide de la collectivité. S'il n'y a pas cette volonté politique importante de donner les moyens de développer, parce qu'aujourd'hui, en gros, la région nous dit on aide les ressourceries pendant les 3 premières années, après elles doivent se démerder. C'est juste une connerie, c'est impossible. On ne peut pas trouver un équilibre en 3 ans. Donc en fait, ils veulent en créer des nouvelles, sachant qu'au bout de 3 ans, les existantes vont se casser la gueule si on continue comme ça. La semaine prochaine, je vais au Conseil régional parler de ça, et je le dis aujourd'hui, c'est très inquiétant, parce qu'on ne peut pas développer ces filières sur une courte durée. Il faut travailler sur une lente progression et une professionnalisation avec au moins un directeur professionnel qui sait gérer toutes ces questions de ressources humaines qui sont très compliquées, de réglementation qui frise à l'absurde, de démarches administratives alambiquées. Ce n'est pas des bénévoles qui peuvent gérer ça. C'est clair. Pour relancer le débat, je parlerai juste d'un sujet qu'on a évoqué un petit peu au sein d'Aircube, qui était la mutualisation sur des territoires. Et peut-être que par rapport à tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, et ce n'est qu'une piste qui est lancée à la mer, c'est peut-être de créer demain, plutôt que d'avoir plein de lieux gros pour le stockage qui ne suffisent pas, d'avoir un gros lieu sur lequel on va faire travailler des équipes de différentes structures qui vont en plus apprendre des unes des autres et qui derrière vont pouvoir redispatcher dans les différentes boutiques qui sont sur un vrai maillage local dans les différents arrondissements, notamment pour parler pour Paris. Voilà, c'était juste une piste que je voulais partager avec vous et qu'on avait déjà eu au sein d'Aircube. Qui veut reprendre la parole et échanger sur... Non? Oui? Bonjour. On donne un temps de réponse d'abord avant ça? Allez. La question, c'est comment on rentre en conflit avec l'économie classique. C'est ce que j'ai compris. En fait, moi, j'ai cette idée que les entreprises fabricantes et distributeurs de jouets, en l'occurrence, vont être intéressés par la récupération de leur propre matière pour refaire des jouets avec leur propre matière. Alors après, comment techniquement, là, il y a tout à inventer, je pense, au niveau technique, au niveau de la récupération. Je sais que Lego, par exemple, ils commencent déjà à récupérer certains blocs pour les fondre et en faire d'autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui, je l'espère, se développera, qui nous permettra, nous, d'être encore plus l'aiguillage de ça, et donc de les intéresser à notre activité, à la fois pour prolonger l'usage de leurs propres produits, mais aussi les alimenter en termes de matière. Si j'essaye de répondre sur moi, notre secteur, c'est clair qu'on dépend de ce que les producteurs du neuf vont jeter, clairement. Du coup, on ne pourra jamais être à 70% de réemploi et 30% de création de matière neuve. Si on arrive à 50-50, ça veut quand même dire qu'il y a 50% de gens qui achètent des matières neuves et 50% de gens qui achètent des matières en réemploi. Aujourd'hui, une des grosses difficultés que nous, on a, et qui, du coup, je rejoins la question financière, on est aussi autofinancé à 50% à la Réserve des Arts. La boutique dans laquelle je vends mes matériaux ne représente qu'un tiers de mon chiffre d'affaires. Je vends, j'appelle tout le temps ça une boutique associative, parce que les tarifs que je pratique ne sont évidemment pas les tarifs qui représentent le temps passé
à l'inventaire, le rangement, l'utilisation de l'espace de stockage pendant un an et demi, parce aucun de mes salariés n'accepte de jeter quoi que ce soit, ça devient franchement désagréable au bout d'un moment. Du coup, je vais pouvoir augmenter un peu les prix de ma boutique et donc stabiliser mon modèle économique. Aujourd'hui, effectivement, mon modèle économique, il est difficile, quoi. Donc voilà, c'est ça où du coup je me dis, si on arrive à ça, alors on va pouvoir stabiliser et on va pouvoir sensibiliser finalement un secteur. Je serais super contente qu'on arrive à 50-50, vraiment, parce que ça voudrait dire que les gens ont pris le réflexe de consommer en réemploi d'abord et de compléter en matière première neuve à côté. Malheureusement, alors je vais sans cracher sur les institutions culturelles, mais une très grande institution culturelle parisienne, ça peut être la Cité des Sciences, le Centre Georges Pompidou, le Quai de Branly, n'importe lequel de ces grandes institutions culturelles, ça peut jeter 1000 tonnes de déchets par an, d'accord? Moi je vous rappelle 21. Donc le 50-50, on n'y est quand même pas tout de suite non plus. Pour répondre plus dans le milieu de la téléphonie, le fait d'avoir vu ces boîtes comme les nôtres arriver, effectivement, les constructeurs auraient pu se dire « oulala, danger ». Et en fait, c'est l'inverse qui s'est créé. Et 2014 est vraiment l'année où il s'est passé le déclic. C'est que les opérateurs, en fait, avant, faisaient des offres de remboursement. C'est-à-dire qu'ils vous proposaient leurs produits à 500 €, puis ils disaient si vous achetez avant le telle date, je vous donnerai un bon d'achat de 50 €. Et en fait, là, tous les budgets d'offres de remboursement sont en train de passer sur des bonus pour aider à la reprise. Et en fait, cette mutation montre vraiment une mutation du marché qui fait qu'en fait, la reprise est devenue une arme marketing pour aller contrer la marque adverse. Et de dire, moi, je vais vous racheter votre mobile de votre marque X parce que vous allez acheter la marque Y. Et donc, de part du marketing, alors je pense que ça fait bondir peut-être le milieu associatif, parce que là, je parle vraiment d'aspect marketing, d'aspect très marché, etc. Mais mine de rien, on est dans cette économie-là. Donc, soit on refuse, on critique, etc. Ok, je peux comprendre. Hein, mais soit on se dit, tiens, comment rentrer dans ce jeu-là, mais en finalement proposant des solutions qui vont vraiment bouger les lignes. Et aujourd'hui, le fait que ces budgets-là aient été alloués à la reprise, ça fait que ça a fait bondir les actes de reprise. Et on arrive, pendant ces périodes d'animation de la reprise, à des taux de 30 à 40% d'actes d'achat qui se mixent avec un acte de reprise. Donc c'est-à-dire que pratiquement un tiers des personnes qui viennent acheter un mobile rendent leur ancien mobile. Et c'est vraiment des mutations qui font que finalement, on est passé d'une menace à une vraie opportunité marketing, quoi. Alors, comme nous, on se positionne par rapport à l'économie classique, nous, typiquement, on dépend forcément des gens qui vont réparer leur appareil, pas forcément pour le réutiliser eux-mêmes, mais peut-être pour le donner à quelqu'un, peut-être pour le revendre après, je ne sais pas, sur le Bon Coin ou ailleurs. Mais le fait est que de toute façon, on consomme de plus en plus. Donc de toute façon, on aura forcément de plus en plus de choses à réparer. Évidemment, il y a l'obsolescence programmée sous-jacente de nos appareils, mais on a aussi envie de changer, un iPhone 6 par exemple. Mais aujourd'hui, voilà, Recommerce existe pour les téléphones. On n'a pas la même chose sur les cafetières, sur les imprimantes, sur autre chose. Les gens vendent sur le Bon Coin quand ils peuvent, ou marquent en l'état. La réparation, c'est une vraie alternative pour une consommation aussi alternative. Sur des gens qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter la dernière imprimante, la dernière cafetière à 300 €. Donc nous, on se positionne sur trouver des solutions, surtout pour éviter avoir à changer des pièces. C'est pour ça que je parlais d'innovation tout à l'heure, parce que sinon on dépend forcément des fabricants. On a réparé récemment une cafetière. En fait, c'était vraiment un petit piston en fait, qui servait de support à un capteur et qui permettait de remplir l'eau, enfin de voir si l'eau était remplie ou pas. Typiquement, avec le temps, ça s'usait. On avait une imprimante 3D, donc on est au Biotop, c'est un immeuble mis à disposition par Generali sur les innovations sociétales. On l'a refait en 3D et ça fonctionnait. Donc c'est aussi une piste de se dire qu'on ne pourra pas peut-être avoir toutes les pièces, mais on pourra peut-être avoir les plans. Il y a un site qui s'appelle Thinkiverse aux États-Unis qui met en ligne plein de plans de produits et maintenant de pièces détachées. Donc moi, je crois beaucoup à cette voie-là. Moi, je suis complètement alternative à tout ce qui est fabricant. C'est un autre marché, c'est le marché du hors garantie et je crois vraiment qu'il y a un vrai potentiel là-dessus. Il y aura forcément des gens qui voudront récupérer des appareils en bon état pour en faire un autre usage. Voilà.
Peut-être juste pour compléter aussi sur la filière, par exemple, des cartouches d'impression, parce qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et on peut constater aussi que les fabricants changent au niveau de leur position, puisqu'au départ, ils n'avaient aucun intérêt à collecter. Après, il y a des remanufactureurs qui sont arrivés, donc des concurrents. Donc après, ils ont commencé à collecter, surtout pour éliminer les cartouches, pour avoir l'accès au gisement. Je schématise un peu de manière un peu volontaire. Aujourd'hui, certains d'entre eux, ils voient un intérêt de faire leur propre remanufacture. Donc ils se positionnent différemment également. Donc on voit que les intérêts économiques aussi, même des fabricants, peuvent inclure d'une certaine façon une utilité déjà dans l'éco-conception, puis la collecte, puis la réutilisation. Et puis pour compléter aussi là, une question que vous posiez, c'est vrai c'est un peu paradoxal, on bénéficie entre guillemets des fois, on peut le présenter comme ça, d'une certaine surconsommation de la société qui nous permet aussi, nous, de créer des choses derrière. Par rapport à ça, c'est clair qu'on est un maillon de tout ce qui est aftermarket, on va dire. L'idée, c'est aussi de se poser des bonnes questions au niveau des modèles économiques, je pense, parce qu'à travers, je pense, toutes les personnes présentes, on n'a pas les mêmes modèles économiques. On parlait tout à l'heure d'économie de la fonctionnalité, économie plus collaborative, les repères café, tout ça. Je pense qu'il y a des tas d'exemples qui prouvent qu'on amène aussi autre chose qu'un simple produit quelque part. Et que l'idée, c'est d'allonger la durée de vie et peut-être aussi d'aller au-delà au niveau d'un certain service en plus qu'on apporte. Nous, on le voit dans les matériels informatiques qu'on peut remettre à des personnes seniors ou autres. Ça fait vraiment des personnes heureuses, mais qui nous disent parfois, par contre, je ne vais pas m'en servir. Donc, est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non? Ou est-ce qu'on ne peut pas apporter un peu plus aussi sur cet allongement de la durée de vie des produits et sur le service qu'on amène également sur ce côté réemploi, réutilisation? Je pense qu'il y a vraiment matière également là-dessus et la mise en commun et en réseau des bonnes pratiques peut aider à cela. Alors la fin de cette table ronde s'approche. Pour ceux qui doivent partir, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui partent. Il y a après tout un petit programme cocktail. Oui, il y a encore des questions, je ne finis pas. Je sais qu'il y a 2-3 interventions encore. Donc après, il y a un cocktail, restez pour le cocktail pour discuter encore, surtout. Je fais du teasing parce qu'on a une super... Attendez, on a Asma qui va vous faire partager son pays, qui est le Maroc. Voilà. Juste après, donc c'est gastronomie marocaine. Donc restez pour profiter si vous avez le temps, parce qu'on a prévu 100 personnes. Donc si on se retrouve à 80, on va avoir du gaspillage. Non, je pense pas. Je fais du teasing. Et puis après, on a aussi des séances de pitch avec peut-être des personnes qui pourront aussi présenter leur activité, même de manière improvisée. On peut le faire. Si des gens veulent prendre 1 ou 2 ou 3 minutes pour présenter sa structure, pitcher sur un sujet, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent aussi se présenter après, on fera une petite séance de pitch. Hein. Voilà, donc je voulais faire ces 2 petites interventions. Et si vous partez, n'oubliez pas de laisser les badges, porte-badges, et d'inscrire votre email pour qu'on puisse se recontacter. Voilà. C'était les sujets logistiques. Donc, des interventions, des questions, là-bas. Une. André, après, monsieur n'a pas encore parlé. Ah si, il a déjà parlé. Alors, redonne ton prénom. Je ne suis pas le seul, alors ça va. Lionel Guillemino. J'ai une question pour Recommerce. En fait, est-ce que vous considérez votre activité comme écologique? Et j'aimerais ajouter autre chose après. Parce que bon, je vais quand même compléter. Parce que en fait, le fait de faire une remise donc pour le consommateur quand il va acheter son nouveau portable, finalement, ça lui donne plus accès à consommer un nouveau produit. Et donc, ce produit-là, il serait pas forcément produit si le consommateur ne pouvait pas l'acheter. Donc, est-ce que la boucle que vous mettez en place ne vient pas concurrencer la réparation? C'est-à-dire que l'acte de réparation d'un objet se substitue en acte d'achat d'un nouveau portable parce que mon nouveau portable, il est encore moins cher. Alors quand moi je fais changer celui-là, je l'ai depuis 6 ans. Hein. J'ai fait changer mon écran, ça m'a coûté 50 €. Alors je vous laisse réfléchir au prix d'un portable maintenant neuf. Vous comprenez tout de suite que c'était une hérésie économique pour moi d'avoir réparé mon portable. Hein. J'aurais dû en acheter un neuf. Et donc, vous favorisez en fait l'accès à un nouveau portable. Donc, pour moi, vous n'êtes pas du tout écologique. Ok, un point de vue. Alors, monsieur, on peut aussi s'auto-répondre en salle, c'est intéressant. Allons-y. Pourquoi pas, hein, c'est autorisé ou pas? On autorise? Allez-y, surprise. Je peux juste apporter un détail que vous oubliez, c'est que
l'économie solidaire, en fait, elle va permettre, justement, par la réparation de votre produit, à permettre à une personne un peu moins argentée, qui ne pourra pas s'acheter un iPhone, je ne sais pas si vous aviez un iPhone ou autre, mais un produit à 800 euros. Donc il y a peut-être quelqu'un qui rêve d'avoir un iPhone, bah, il va l'acheter peut-être pour 150 euros, il sera peut-être un petit peu rayé, mais il sera réparé, vidé de ses mémoires, etc. Et il va repartir avec un produit à la page, quoi. Et ça, c'est important. Et là, effectivement, peut-être que vous êtes contre la consommation à outrance, etc. Mais ça, on ne pourra pas empêcher les jeunes qui dorment devant les magasins de téléphonie la veille de la sortie de l'iPhone 6, etc. Et qui, même avec un téléphone qui a moins d'un mois, viennent chercher le nouveau modèle. Alors, il y avait quand même, alors, ça réagit, mais je crois que la question était quand même posée là-bas, donc je vais laisser droit de réponse, je pense, même si je suis personnellement aussi un peu concerné, mais je vais laisser mon associé. Ça fait partie du job. Je donne Titi, mais je laisse. Tu es médiateur, tu ne dois pas intervenir. Alors, en fait, moi, je suis, écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est responsable. Enfin, le but, quand même, premier, c'est d'éviter d'aller tirer des matières premières pour éviter de reconsommer des matières premières pour aller reproduire un produit neuf. Là, le produit qu'on rachète, nous, il y a 95% des produits qu'on rachète qui sont recommercialisés. Ça veut dire qu'ils retrouvent une seconde vie, et ça veut dire que... Et ce qui se passait avant que des sociétés comme les nôtres arrivent, c'est que ces produits-là, ils dormaient dans les tiroirs. Ils restaient dans les tiroirs pendant 2 ans, 3 ans, parce que les gens... Oui, mais les gens venaient acheter un produit de toute façon. Et peut-être que vous achetez un téléphone tous les 5 ans, mais il y a beaucoup de gens qui aiment acheter le dernier produit. Ils sont comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas celui qui va faire la queue devant les magasins le jour de la sortie, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et puis après, il y a des gens qui ont aussi envie de changer tous les 3 ans. Et nous, en fait, on facilite juste la récupération de l'ancien et on va être sûr que ce produit va retomber dans les mains de quelqu'un. Et effectivement, on crée ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans la marque, ils rentrent dans l'univers du produit, et alors qu'ils n'auraient pas pu se payer ce produit à l'état neuf. Voilà. Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est Mathieu qui a lancé le débat. Merci Mathieu. Je l'avais dit que ça pouvait durer longtemps parce qu'en fait, voilà, il y a la question de consommer de l'occasion, c'est aussi toujours consommer. Donc voilà, c'est un débat de société. Il y avait des réactions? Oui, bonjour Christophe. Je rebondis sur avant, en fait. Donc, c'est sur la problématique aujourd'hui dans un monde libéral tel qu'on le vit. On a donc la loi des marchés qui s'applique, le fait qu'il y a la libre concurrence. Il ne doit pas y avoir de distorsion de concurrence non plus. Or, aujourd'hui, on a tous envie de vivre autre chose, ce n'est pas le monde actuel. Du coup, on a des associations qui existent, qui sont normalement sur des zones économiques où le privé ne se met pas et le monde libéral n'y va pas. La dame qui est partie d'ailleurs, mais de l'association, j'ai peur que les modèles économiques qu'elle disait, au bout de 3 ans, ça meurt et après, il y en a d'autres, des ressourceries qui vont revenir. Mais c'est l'objectif des pouvoirs publics qui doivent se plier à certaines règles et qui ne doivent pas entraîner des distorsions. Aujourd'hui, je vois que vos modèles économiques, ils sont difficiles, ils nécessitent des subventions. Non? Bon, bah, très bien. Enfin, pour certains, je pense. Je pense que pour certains, il y en aura. Donc la question... Oui. Parce qu'en fait, on va dire au revoir à Sandrine. Je pense que tout le monde peut dire au revoir à Sandrine, non? Oh, bien sûr. Voilà. Au revoir. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un certain monde avec certaines règles. Comment on peut éventuellement passer à un autre monde économique parce qu'il y aura des conflits qui vont... Aujourd'hui, il y a des individus, même dans cette organisation, qui pourront éventuellement s'entretuer parce qu'il y en a certains qui vont du monde libéral et d'autres associatifs. Et ça ne va pas forcément être... il y a des questions qui se posent. Parce qu'il y en a qui auront des lois avec eux et pas les autres. Alors là, on parle de concurrence entre acteurs qui font de l'occasion. C'est un peu ce que tu dis, mais selon des structures et des modèles économiques différents. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de modèles économiques. Ça peut être intéressant de revenir dessus. Quels sont les modèles économiques? Même s'il y a peut-être une autre réaction. Parce que là, on va devoir finir. Hein, donc voilà, préparez vos... Il y aura peut-être encore 2 questions et c'est tout.
D'accord. Enfin, juste pour préciser, on ne dépend pas de subventions. Et moi, je crois justement que pour qu'un business soit rentable, enfin, soit pérenne, il faut qu'il soit rentable et sur la durée, qu'il soit ESS ou pas. Donc nous, on fait complètement de la marge sur les réparations, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je parlais de méthode innovante, parce qu'on ne change pas souvent les pièces finalement. On répare vraiment, donc on ressoude, on enlève les composants, on les change. Un composant, c'est entre 5 centimes et 5 euros. Donc nous, on est parfaitement rentable. Nous, on veut juste changer d'échelle et ça demande des investissements. Donc des investissements comme une start-up ou une entreprise classique va chercher des investissements. Donc non, nous, on ne va pas chercher des subventions davantage et on ne compte pas s'arrêter au bout de 3 ans parce qu'on n'a pas assez de subventions. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et après, ce qui est à concurrence, moi je crois que de toute façon, on n'est pas suffisant sur le marché du reconditionnement, de la réparation, du réemploi, face à tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a quand même 16 millions d'appareils en panne aujourd'hui qui pourraient être réparés à plus de 80%, et je ne crois pas qu'on ait 16 millions d'appareils qui nous arrivent dans nos échoppes, que ce soit Recommerce ou que ce soit Répartout ou ailleurs. Au contraire, plus il y en aura, plus ça va créer de l'émulation. On fait même des ateliers pour apprendre aux particuliers à réparer, ça s'appelle des Répar Labs. Donc ça vient un peu comme un atelier de cuisine, on apprend aux gens à réparer pendant 1 heure ou 2 avec un réparateur qualifié. Et ben voilà, ils vont venir réparer leur vide de téléphone, ils vont voir que c'est laborieux, ils vont comprendre le métier de réparateur, ils vont dire ok, demain j'ai autre chose à réparer, donnez-moi votre adresse. Donc au contraire, ça fait une pub pour la réparation. Moi, je crois que plus on sera nombreux dans ce domaine-là, plus ça va recréer de l'engouement pour ça et qu'on aura tous du travail sans problème. Je ne pense pas qu'il y ait de concurrence plus que ça. Ça sera ton mot de conclusion, un très beau mot de conclusion. Merci. Merci. Alors pareil, ouais, en fait, Voilà, mais ça va être le mot de conclusion aussi, elle va répondre et puis ça sera son mot de conclusion. Je suis désolé, il y aura peut-être des frustrés, mais en fait, on m'appelle dans l'oreillette en me disant que j'ai une invitée qui doit parler après, donc voilà, après je vais te couper sinon. Donc mot de conclusion et répondre à la question. Oui, alors effectivement, pour nous, c'est plus critique, c'est vrai, mais je pense que notre évolution et notre développement viendra des associations avec d'autres probablement entreprises d'insertion ou d'autres groupes d'insertion avec qui on pourra travailler peut-être en dissociant notre activité, parce que là on fait la collecte, la valorisation et la vente, et peut-être qu'il faudra qu'on se reconcentre sur un seul des métiers avec d'autres partenaires de l'insertion et aussi des partenaires peut-être de la distribution alternative ou classique. Voilà, alors mot de conclusion, Antoine. Oui, donc juste pour détailler, nous, on est une société anonyme, donc on a créé la société, on était 4 fondateurs, on a fait une levée de fonds auprès du capital risque et on a développé un modèle en 2 ans et demi qui était rentable, donc la société gagnait de l'argent et c'est ce modèle rentable qu'on a présenté auprès d'investisseurs publics et privés qui nous a permis de lever 7 millions d'euros il y a 2 ans. Auprès de la BPI et de Venture Partners et de 3T Capital. Donc on a convaincu des capitaux risqueurs d'investir dans un modèle économique qu'on avait éprouvé. Donc on leur a prouvé qu'il y avait un business model qui était viable et grâce à ça on a créé 80 emplois nous, au siège de Recommerce et, il ne faut pas oublier, on fait travailler 100 techniciens ouvriers spécialisés dont à peu près 25 personnes qui travaillent à temps plein aux ateliers du bocage, donc 30 même en ce moment, oui. Mais donc du coup, on voit que c'est des emplois indirects. Certes, on n'est pas une entreprise adaptée, nous, mais on a su garder, et ça je pense que c'est dans les gènes et dans l'ADN de la société, ce lien fort avec le milieu associatif et le milieu solidaire. Donc c'est pas impossible de mélanger. Et puis c'est très franco-français de faire ces cloisonnements, mais je pense qu'on peut créer une économie où il y a des échanges, il y a des partenariats, il y a des choses qui se créent ensemble, quoi. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Enfin, moi aussi, ça me dérange un petit peu cette opposition là qu'on peut faire entre différentes formes d'économie. Enfin, au final, on a tous besoin d'un business model qui soit équilibré. C'est forcément nécessaire et vital. Et on a des très bons exemples de partenariats également, même d'évolution dans les mentalités de certaines entreprises. C'est un peu peut-être idyllique de dire ça, mais c'est une réalité. Il y a quand même des choses qui évoluent, qui changent. Donc, on n'est pas forcément dans une opposition. Sur le plan économique, il y avait des questions aussi sur la gouvernance. Donc nous, on a évolué pendant plus de 20 ans donc, sous forme associative, loi 1901. Et puis c'est vrai qu'on s'est
re-questionné pour différentes raisons, parce qu'on est arrivé à 210 salariés, à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc on est passé en société coopérative d'intérêt collectif qui nous semblait plus approprié en termes d'animation, de suivi d'entreprise, de surveillance, puisqu'on fonctionne avec un conseil de surveillance et un directoire maintenant. Donc c'est aussi des questions importantes, tout en gardant nos valeurs et en impliquant les salariés. Donc il y a des modèles aussi qui sont intéressants au niveau de la gouvernance pour faire évoluer nos entreprises. Voilà, avant d'applaudir chaleureusement les intervenants et la conseillère régionale qui va venir clôturer, je voudrais juste conclure et synthétiser peut-être ce qui s'est dit, même si ça sera long et ça sera l'objet de R-Cube, surtout de synthétiser ça, dans le sens où voilà, on a parlé de logistique, on a parlé de mettre en avant des produits d'occasion, on a parlé de gouvernance, c'est un petit peu le mot que vous évoquez là, et de gouvernance surtout avec un modèle financier, parce que effectivement, on a parlé de subventions, on a parlé d'investisseurs, on a parlé d'actionnaires. Donc oui, il y a une complexité du modèle à créer, du modèle d'un acteur industriel du réemploi. C'est le sujet, ou en tout cas un des sujets qui rassemble beaucoup de gens dans R-Cube et qui, j'espère, va continuer à rassembler des gens qui veulent réfléchir à ce modèle-là, un modèle où on se pose des questions, on joue, on discute, on fait un peu de dialectique un petit peu, mais ça permet d'alimenter chacun sa réflexion personnelle. On sait que toute économie et toute activité dépend des hommes, et je pense que moi, ça sera mon mot de conclusion, d'être ici ce soir et de débattre comme ça pour alimenter des modèles économiques de société, d'associations ou d'autres structures. Ça va nous permettre d'inventer le futur et de penser ensemble à améliorer nos pratiques, à trouver le bon modèle viable économiquement, mais surtout qui permet d'améliorer et d'éviter le gaspillage. Surtout, je pense que c'est le terme qu'il faut qu'on garde tous en tête, c'est comment on lutte contre le gaspillage, on évite les aberrations du gaspillage. Voilà. Donc merci à tous, je vous propose d'applaudir très chaleureusement nos intervenants.